Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val-de-Loire, Centre Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui de l'Union européenne et l'Ukraine, en compagnie de monsieur Jacques Chevchenko, historien, ancien premier adjoint à la mairie de Tours et ancien président de l'Association des Français d'origine ukrainienne, et de monsieur Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va découper cette émission un petit peu en deux parties. Donc une première partie avec vous, monsieur Chevchenko, afin de mieux connaître l'Ukraine, le pays, l'histoire un petit peu du pays, et aussi les Ukrainiens. Qui sont ces Ukrainiens dont on parle beaucoup en ce moment? Et ensuite, en deuxième partie, nous verrons un petit peu plus l'action de l'Union européenne dans cette guerre. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Donc avec vous, monsieur Monjal. Donc, monsieur Chevchenko, je me tourne d'abord vers vous. Vous connaissez bien l'Ukraine, vous connaissez bien les Ukrainiens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette histoire de l'Ukraine, afin qu'on puisse mieux comprendre la situation actuelle, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mais parler de l'histoire de l'Ukraine, ça n'est pas facile. Tout simplement parce que c'est une histoire qui est imbriquée dans celle de ses voisins. La Pologne, la Lituanie, l'Autriche-Hongrie, la Prusse, la Russie, la Turquie et le Khanat des Tatars en Crimée. Et elle va procéder, cette histoire, de développement séparé selon les occupants, mais aussi par un découpage du territoire ukrainien. Dont on parle un peu en ce moment, puisque ce découpage du territoire, c'est un peu le cœur du problème. Absolument. Bon, pourtant, à l'origine, la tradition date de la création du premier État ukrainien au milieu du IXe siècle, quand Kiev, après, deviendra capitale. Par ses relations avec l'Empire byzantin, le grand prince Vladimir en russe, en 990, fait entrer la Rousse et son peuple dans le christianisme par le baptême. Alors déjà, le terme de rousse, le mot rousse pose problème parce que la Russie n'existe pas, la Moscovie n'existe pas, la Russie n'existe pas, mais Roussie, la Russie en a joué beaucoup et en a fait un argument de désinformation. Et c'est ce qui est aujourd'hui revendiqué, entre autres, comme étant le cœur de la nation, avec Biélorusses, Russes, grand Russe, Biélorusse, et puis Ukrainien, pour ne faire qu'un seul peuple. Ce qui est, a priori, et surtout aujourd'hui, assez faux. Cet État, donc, va disparaître peu à peu, plus tard, lorsque les Mongols vont attaquer cette partie de l'Europe de l'Est et aussi centrale. Et au XIVe siècle, c'est l'État polono-lituanien qui lutte contre les Mongols et va prendre la place et intégrer une partie de l'Ukraine, ou du territoire ukrainien, c'est-à-dire une partie plutôt occidentale. Faut aussi voir que la Lituanie va atteindre la mer Noire du côté de Ochakov, c'est-à-dire pas très loin d'Odessa aujourd'hui. Le sud de l'Ukraine et la Crimée sont totalement turcs et tatars à cette époque. La Pologne ayant pris le dessus, ce que l'on peut dire, c'est que les territoires ukrainiens de l'Ouest sont arrimés à l'Occident désormais. C'est une vérité, mais des guerres expansionnistes l'opposent à la Russie et aussi à la Turquie. Parallèlement, un État cosaque, Zaporog, les premiers cosaques, sont des cosaques ukrainiens qu'on appelle Zaporog, qui se sont installés en gros le long du Dniepr, dans la partie inférieure, là où il y a les rapides, et cet État qu'on appelle l'Etmana, cet État de Cosaques va nouer des alliances, un coup avec la Pologne, un coup avec les Tatars, c'est très épisodique, et puis il va en nouer un qui va être mortel avec la Russie.
La fin de l'indépendance polonaise, par le partage du territoire de la République des deux nations à la fin du XVIIIe siècle, par les empires russe, autrichien et la Prusse, fait que l'ouest de l'Ukraine, entre autres ce qu'on appelle la Galicie aujourd'hui, va se retrouver dans l'empire autrichien jusqu'en 1918. Et jusqu'à cette époque de la Première Guerre mondiale, où des Ukrainiens vont combattre d'autres Ukrainiens, d'ailleurs ethniques, au moment de la guerre avec la Russie également, lorsque la Russie sera en guerre, elle se retrouve dans cet empire autrichien. Ça va être une période de renaissance. Ça va être une période de liberté pour la politique, les lettres, la culture en général et la promotion d'élites ukrainiennes. Au contraire, dans la partie Est, le pays va se retrouver étouffé par les empereurs successifs, notamment depuis Pierre le Grand, qui va prendre le titre, et ce n'est pas innocent, d'empereur de toutes les Russies, c'est-à-dire de la Grande Russie, la Russie aujourd'hui, la Russie blanche, la Biélorussie, et la Petite Russie, c'est-à-dire l'Ukraine. Alors, il faut souligner aussi quelque chose d'extrêmement important, relativement à l'indépendance de la paysannerie ukrainienne de l'époque. Cette indépendance est supprimée sous Catherine II, qui va introduire le servage jusqu'alors inconnu sur ces territoires. Et la conquête du sud, du sud-est et de la Crimée sur les Turcs et les Tatars, au cours du XVIIIe, vont faire de cette région une nouvelle Russie, Novaya Rossiya, dont le nom sonne, et c'est ça qui est important, sonne toujours aux oreilles des politiciens nationalistes russes, et bien évidemment de Poutine, et qui en ont fait une doctrine de reconquête. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes avec la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire et notre propos aujourd'hui qui est l'Union européenne et l'Ukraine. Nous continuons avec Monsieur Tchevtchenko sur l'histoire de cette Ukraine pour mieux comprendre la situation actuelle. Alors un éclairage s'impose sur la politique impériale quant à l'Ukraine au XIXe siècle. Pour le tsar, c'est une simple province où la langue n'a pas d'existence officielle. L'ukrainien, c'est un dialecte de paysans, mais c'est aussi, en Europe centrale et en Europe de l'Est, une période, c'est l'époque des printemps des nationalités. Et là, des sociétés secrètes, plus ou moins secrètes d'ailleurs, se forment en Ukraine. Avec entre autres un personnage qui va être important pour l'Ukraine. Il a été important au XIXe, au XXe et toujours au XXIe, celui qui est considéré comme le père de la nation, Taras Shevchenko, qui fera de l'ukrainien une langue écrite, littéraire et poétique, mais aussi une langue porteuse des revendications d'indépendance. Alors, son influence est telle, aujourd'hui encore, je le souligne, qu'en 1863, c'est-à-dire 2 ans après sa mort, le ministre Valouiev, ministre tsariste, promulgue un décret secret qui est connu sous le nom de circulaire Valouiev, qui interdit toutes les publications en ukrainien, interdit l'enseignement scolaire en ukrainien et qui stipule, et là je vais le citer, qu'aucune langue petite russienne, c'est-à-dire ukrainienne, n'a existé, n'existe et ne puisse exister. Alors ensuite, la révolution bolchevique permettra à un court instant l'existence d'un État national ukrainien, mais qui va vite être attrapé par la guerre civile qui oppose les multiples factions, bolcheviques, blanches, anarchistes, vertes également, c'est-à-dire des bandes complètement inorganisées, mais pour piller, et avant d'être à nouveau soumis au pouvoir de Moscou. Lénine va créer une république d'Ukraine, bien évidemment, inféodée. Mais à ce moment-là, le pays connaîtra un court instant d'indégénisation, c'est-à-dire que la langue ukrainienne va être promue. Les hommes politiques russes devront apprendre, s'ils sont dans les territoires ukrainiens, apprendre le russe. On va faire l'ukrainien. Pardon ? Apprendre l'ukrainien. Apprendre l'ukrainien, oui. Mais ça sera la même chose dans les autres républiques. Et puis, tout simplement, pour mieux intégrer ces minorités nationales non russes à son dessein politique. Alors, Staline parvenu au pouvoir, là, tout va changer. Il liquide cette politique d'indigénisation.
Il va engager la collectivisation forcée des paysans et l'industrialisation de l'URSS, donc d'une grande partie est de l'Ukraine, qui correspond aujourd'hui au Donbass. La résistance de la paysannerie ukrainienne à la collectivisation forcée des terres et de leur habitat, parce qu'il n'y a pas simplement les terres. On rase les villages, on va mettre les gens dans des immeubles. C'est violent. Les paysans, c'est très très violent. Va provoquer, et comme les paysans sont réticents, ne veulent pas être collectivisés, eh bien, rentrer dans les kolkhozes ou éventuellement les sovkhozes. Staline va provoquer en 1932-1933 une famine artificielle. Un bilan, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'elle demanderait des heures, un bilan qui s'élève entre 4 et 6 millions en comptant en plus le Kazakhstan voisin. Un traumatisme qui est toujours présent dans la mémoire et qui est prégnant chez les Ukrainiens, même dans la jeunesse ukrainienne, puisque son évocation a été interdite jusqu'en 1991. Le génocide est reconnu dans l'Ukraine, bien sûr, dans de nombreux pays au monde, sauf la France, qui n'a pas voulu fâcher Poutine. Et il faut voir qu'à ce moment-là, dans les campagnes de l'Est qui ont été vidées de leurs forces vives, on transfère d'anciens soldats de l'armée rouge. Et en plus, dans ces régions industrialisées, on fait venir des ouvriers russes, et parfois non russes bien évidemment. C'est donc une première étape de cette russification à l'est de l'Ukraine, dans cette région du Donbass, très élargie d'ailleurs. Et la politique anti-ukrainienne se poursuivra jusqu'à la fin de l'URSS, avec, bon, pas seulement pour les Ukrainiens, mais les Ukrainiens et les Baltes vont connaître les pires moments de leur existence par les exécutions, notamment la Grande Terreur des années 37-38, le goulag bien évidemment, où ils formeront proportionnellement la majorité des prisonniers. On peut évoquer très rapidement 1939. On dit toujours que l'Allemagne nazie a envahi la Pologne, mais l'URSS a envahi la partie est de la Pologne orientale, c'est-à-dire, là encore, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine occidentale. Chaque samedi, dans Contre-courant, les journalistes RCF vous ouvrent de nouveaux horizons. Partez en reportage à la découverte de lieux pas comme les autres et inspirez-vous de ceux qui les animent. Contre-courant, c'est tous les samedis à 15h sur RCF et à tout moment en podcast sur l'application RCF. RCF, l'Europe en 43 minutes. L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire. Et notre propos aujourd'hui est l'Union européenne et l'Ukraine. Et nous continuons sur la fin d'un peu de l'histoire de l'Union européenne, de l'Ukraine, petit lapsus. Et nous verrons ensuite un peu plus qui sont les Ukrainiens avec Monsieur Shevchenko. Merci, c'est à vous. Alors 1991, la chute de l'URSS permettra la naissance d'un État ukrainien indépendant, distinct bien évidemment de la Fédération de Russie, malgré une tentative de reconstruction d'une CEI, d'une communauté des États indépendants. D'États indépendants, voilà, merci. Et il faut voir que, en mettant en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, la chute de l'URSS a été considérée par Vladimir Poutine comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc finalement, toute cette histoire nous explique aussi ce que pense Poutine et la Russie et justifie selon lui l'expansion et la conquête de ces territoires. Absolument, tout à fait. L'Ukraine aujourd'hui, Poutine n'a jamais admis cette séparation et qui s'est agrandie depuis les 30 ans d'indépendance, 30 ans d'indépendance en 2021 tout de même, ce qui est quand même important et ça a permis de donner un autre esprit au peuple ukrainien. Alors justement, qui sont ces Ukrainiens ? Vous allez nous parler un peu plus d'eux ? Les Ukrainiens sont des Européens, géographiquement des Européens. De l'Est, certes, mais des Européens. Et des Européens de plus en plus tournés vers l'Ouest, évidemment, depuis l'indépendance. C'est pas nouveau. Je vais, quelques anecdotes. Dès sa plus jeune existence, la Rus de Kiev et le Royaume de France entretiennent des rapports. Et va donner Anne de Kiev comme reine à Henri Ier, le roi de France, qui elle-même donnera naissance à Philippe Ier, autre roi de France. Et d'ailleurs, le prénom Philippe vient
a été diffusée notamment en France par Anne de Kiev. Bon, il y a d'autres petites anecdotes. Les Cosaques Zaporok sont venus au siège de Dunkerque au XVIIe siècle. Ils ont défendu le siège de Vienne par les Ottomans en 1683. Et ce sont eux qui ont sauvé l'Europe chrétienne. Bon, plus récemment, dès le 19e et le 20e, il y a eu de très nombreux écrivains, peintres ukrainiens qui ne sont pas allés vers Saint-Pétersbourg ou Moscou, non, parce que Moscou n'était pas du tout le centre intellectuel, mais ont été attirés vers Paris, Rome et Berlin. Alors, les Ukrainiens sont plutôt tournés vers des valeurs qui nous sont communes. L'indépendance, la liberté, la démocratie, la justice, la paix, même si aujourd'hui cela paraît vain pour eux. Mais les Ukrainiens sont un peuple tenace, résilient. Sinon, il y a des siècles qui n'existeraient plus. Et leur langue non plus. C'est une des caractéristiques de leur force de caractère. Et la division entre ukrainophones et russophones, dont on a beaucoup parlé depuis des années, et dont Poutine a fait un prétexte d'intervention en Crimée en 2014, et dans le Donbass également, aujourd'hui dans toute l'Ukraine, montre la fausseté de ces affirmations de génocide. Il n'y a pas de génocide des Russes ethniques. Et quand les habitants russophones de Kharkiv, de Mariupol, de Mykolaïv se battent pour leur liberté, quant à Kherson, qui a toujours été donnée comme une ville russophone, oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils sortent dans les rues manifester malgré les tirs, malgré les gaz lacrymogènes. Ça, c'est moins grave, mais malgré les tirs. Alors, les Ukrainiens, bon, ils sont aussi de même fond culturel que nous. Ils sont chrétiens. Malgré des siècles d'athéisme d'État, à l'origine, une seule religion, la religion orthodoxe patriarcat de Constantinople. Mais l'orthodoxie a finalement passé sous le patriarcat de Moscou. Et je rappellerai l'intérêt politique de l'orthodoxie, depuis les empereurs byzantins, les tsars, Staline et Poutine aujourd'hui, bien entendu, par calcul, Staline va rouvrir les églises. Poutine aujourd'hui assiste à la messe. On sait bien entendu que depuis Staline, alors pour Poutine, je ne sais pas, mais depuis Staline, on a placé, lorsque la religion orthodoxe du patriarcat de Moscou, on a placé à la hiérarchie des agents du NKVD d'abord et du KGB ensuite. Mais bon, c'est ainsi. Depuis quelques années, cette église de Moscou, sur le territoire ukrainien, est devenue l'église orthodoxe d'Ukraine du patriarcat de Moscou. 13% à peu près de croyants, pour en apparence se distancier de Moscou. Mais aujourd'hui, elle appelle à cesser immédiatement les hostilités, contrairement au patriarche Kirill qui, lui, soutient cette guerre sainte. Enfin, une dernière église orthodoxe, l'église orthodoxe autocéphale ukrainienne, qui a été créée pendant ces années d'indépendance, poussée un peu également par les politiques, notamment l'ancien président Poroshenko, et cette-ci est devenue en 2018 est devenue canonique, donc c'est une église autocéphale, ce qui a provoqué, grâce au patriarche de Constantinople, ce qui a immédiatement provoqué la cassure avec celui de Moscou. Dernière église d'importance, c'est l'église gréco-catholique, 6% à peu près, héritée de la période polonaise, de cette période de l'Ukraine de l'Ouest dans la Pologne, lors de l'Union de Brest en 1596, essentiellement donc à l'Ouest, liquidée par Staline, totalement. Elle est restée vivante dans les catacombes. Elle est ressortie au grand jour en 1989 sous Gorbatchev et, bien entendu, a cherché à reprendre sa place et elle a repris totalement sa place. Et là, ce sont des croyants qui expriment une foi très très forte, doublée d'un fort sentiment patriotique parce qu'ils ont toujours lutté contre Moscou et qui cohabitent sans problème avec le patriarcat de Kiev, de l'église autocéphale. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-Loire, Centre Europe Direct. Et nous continuons avec Monsieur Tchevtchenko sur qui sont ces Ukrainiens dont nous parlons beaucoup en ce moment, et notamment sur la religion qui est très importante en Ukraine.
Alors, la religion a été un ciment du patriotisme ukrainien. Depuis plus de 30 ans maintenant, depuis cette liberté retrouvée en 1991. Mais il faut voir aussi qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles générations qui sont nées, qui ont vu le jour et n'ont pas connu l'emprise russo-soviétique. Et voient donc chez leurs voisins cet étouffement des libertés par un dictateur qui croit à la guerre comme un moyen extrêmement important d'auto-purification. Ça fait penser à une autre époque et à un autre personnage, dans une auto-purification de son pays par la guerre. En 2004, avec un troisième tour des présidentielles frauduleuses, déjà le pro-russe Yanukovych. 2014, avec Maïdan, contre le refus de ce Yanukovych d'association avec l'Union européenne, le peuple s'est levé au prix d'une centaine de morts. C'est pas seulement levé à Kiev, il s'est levé dans beaucoup de grandes villes d'Ukraine. Alors, où des gens sont venus sur Kiev. Alors, la population exprime encore plus de désir aujourd'hui de démocratie. Bien entendu, on est en guerre. Une vraie volonté d'entrer dans l'Union européenne, dont vous parlerez, monsieur. Mais aussi, pour certains, pas pour tous, maintenant peut-être, mais dans l'OTAN, au sein d'une Ukraine démocratique où les partis politiques et la presse sont libres. Avec beaucoup d'imperfections, certes, notamment en raison d'une justice passablement corrompue et la présence d'oligarques. Bon, d'oligarques qui n'ont de nom donc qui n'ont d'Ukrainiens que leur passeport, mais dont les intérêts sont à Moscou. Alors, les Ukrainiens sont bien entendu tournés vers cet espoir. Si vous me permettez, deux petites anecdotes qui peuvent, enfin, non pas choquer, mais intriguer un Européen de l'Ouest quand il arrive, et qui montrent un attachement fort au passé. Le port d'un vêtement spécifique, la vyshyvanka. C'est cette chemise brodée au point de croix que portent les hommes, les femmes portent des chemisiers, bien évidemment, qui est de tradition depuis des siècles et qui ne ressemble en rien à la blouse russe. Hein. Elle n'est pas à col rond et boutonnée sur le côté du tout. Ça, on la porte, vous la verrez, les dimanches, vous la verrez les jours de fêtes religieuses, de fêtes civiles, vous la verrez à toute occasion, fête familiale. Et puis, alors plus drôle en quelque sorte, la coupe de cheveux cosaque chez les jeunes, c'est-à-dire un crâne rasé et on laisse un toupet comme les Cosaques du XVIIIe et XIXe siècle. Et il n'est pas rare d'en voir dans les rues. Ah, effectivement, c'est une anecdote, mais c'est comme ça. Alors j'oublierai bien entendu toujours présents les grands Ukrainiens, de Shevchenko à Franko, en passant par la poétesse Lesia Ukrainka, parce que les Ukrainiens sont souvent des grands poètes et chanteurs, bien évidemment. Alors, pour terminer, si vous le voulez bien, pour Poutine, la langue fut un prétexte initial de la guerre commencée en 2014. Aussi, je citerai le sociolinguiste Max Weinreich, « Une langue est un dialecte avec une armée et une marine ». Alors, quelle que soit l'issue de cette guerre, l'Ukraine vient de prouver qu'elle a une langue propre, aussi différente du russe que l'espagnol du portugais ou l'italien du français. Et dans son histoire de Charles X, Voltaire écrivait en parlant des indomptables Ukrainiens « Les Ukrainiens sont amoureux à l'excès d'un bien préférable à tout, la liberté », et que l'Ukraine a toujours aspiré à être libre. Merci Monsieur Shevchenko, ce sont des belles paroles qui terminent votre partie sur l'histoire de l'Ukraine et surtout qui sont ces Ukrainiens. Maintenant, je me tourne vers vous, Pierre-Yves, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de notre émission L'Europe en 43 minutes qui est par rapport à l'Union européenne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps peut-être de l'unité européenne face à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Merci de cette question. D'abord, peut-être une remarque très rapide sur ce que nous venons d'entendre par mon collègue historien. Des choses très intéressantes ont été dites, malheureusement, je dirais, au regard du contexte, mais il fallait les entendre. Et j'ai surtout noté vos propos à la fin de votre intervention concernant le fait, évidemment, que l'Ukraine est européenne, il faut quand même le rappeler, évidemment. Et puis, la part de la religion chrétienne, du christianisme.
soit-il orthodoxe sans doute, mais qui constitue là aussi un élément extrêmement important qu'on oublie un petit peu parfois. Donc c'était très intéressant de ce point de vue-là. Et donc nous sommes évidemment confrontés à un conflit européen, très clairement. Il y a la guerre en Europe, évidemment. Alors la réaction de l'Union européenne de ce point de vue-là, enfin ce que l'on constate depuis un peu plus d'un mois, est tragiquement intéressante à analyser, dans la mesure où effectivement les États membres de l'Union européenne, individuellement, et ensuite collectivement, et en particulier au sein du Conseil européen, ou encore du Conseil des ministres, et là il y a 2 jours, ont fait preuve peut-être d'une étonnante unité. Mais alors, ce n'est pas la première fois dans un temps récent que l'Union européenne fait preuve d'unité. On l'a vu avec le Brexit. Les Britanniques, les Américains, les Russes rêvaient que les Européens se divisent sur la sortie du Royaume-Uni. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Il y a vraiment eu un élément d'unité très fort. On l'a vu également avec la crise du Covid, les achats groupés des Européens. Le plan de relance de quasiment 1000 milliards qui est engagé. Et puis là, sur cette question tragique, il y a eu des prises de position unitaires sur des questions militaires en particulier, dont on pourra reparler, j'imagine. Nous vous retrouvons. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous continuons sur l'Union européenne et l'Ukraine avec donc en deuxième partie Monsieur Pierre-Yves Monjal, professeur de droit à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe. Donc Pierre-Yves, vous nous avez parlé donc de cette étonnante unité finalement un petit peu des pays des États membres de l'Union européenne face à ce conflit. Effectivement, la défense, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, il faut le rappeler, c'est une compétence nationale à la base, mais il existe au niveau européen la politique étrangère de sécurité commune, ce qu'on va appeler la PESC. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette politique, s'il vous plaît ? Alors, beaucoup de choses, et c'est vrai que ça crée un petit peu la confusion, mais ce que vous dites est tout à fait juste. Ce n'est pas l'Union européenne, qui est une organisation intergouvernementale, qui détient une quelconque compétence en matière diplomatique, et encore moins en matière militaire. Ça relève du domaine totalement réservé des États. Bon, néanmoins, nos 27 États unis dans l'Union européenne ont mis en place un certain nombre de dispositifs. Alors d'abord, en termes de représentation, nous avons Josep Borrell, qui est le haut représentant pour les affaires étrangères et la sécurité, qui représente donc les États, mais au titre de l'Union. Et puis nous avons également les institutions, le Conseil européen, nos chefs d'État ou de gouvernement, et d'ailleurs aussi avec le Conseil des ministres dans sa formation affaires étrangères et militaires, qui sont en capacité au nom de l'Union, de donner les apparences d'une unité sur des questions diplomatiques, d'une manière générale, et sur des questions stratégiques. Bon. Donc c'est bien une compétence nationale. Or, ce qui frappe, c'est que cette politique étrangère et de sécurité commune, et pour ce qui nous concerne ici, cette question d'une défense européenne commune, c'est un peu un sujet sensible et tabou, et n'oublions pas qu'en 1954, la fameuse communauté européenne de défense n'a pas vu le jour. La France n'a pas ratifié le traité, car se posait notamment la question du réarmement de l'Allemagne dans cette configuration, et puis la question de savoir si on pouvait transférer des compétences à ce point est fondamentalement extrêmement sensible. Et donc, depuis 1954, la question de la défense ne s'est jamais structurée, quand bien même le traité de Lisbonne réaffirme l'existence de cette politique. Encore une fois, parce que les États membres ne souhaitent pas trop se lancer dans ce dispositif. D'abord, toutes les armées ne sont pas égales. La France et le Royaume-Uni, qui ont l'arme nucléaire, faisaient finalement un petit peu le travail pour les autres. L'armée allemande, sous-dotée avec des dispositifs constitutionnels qui lui empêchent franchement d'intervenir. Donc cette défense était à la fois embryonnaire et très désunie. Et puis il y avait le bouclier de l'OTAN, bien entendu, qui joue un rôle ici important. Or, je crois, ce que l'on constate, c'est deux choses. D'abord, une volonté des États européens, plus qu'une volonté, une
une dénonciation claire, franche de l'agression russe sur le sol ukrainien, et derrière cela, une intervention financière, on en reparlera peut-être, hein, une stratégie d'ailleurs de réarmement de l'Allemagne, dont on pourra aussi reparler, qui montre une volonté commune, cette fois-ci, une volonté commune sur cette question militaire de faire quelque chose. Bon. Mais, sans doute, et c'est le second point le plus significatif, et qui est un point extrêmement important, se dégage depuis un mois et demi cette idée de boussole stratégique. Alors on trouve toujours des termes dans le jargon européen qui est toujours un peu particulier. Boussole, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Il faut qu'on retrouve le Nord quand même, hein, si je puis dire, dans cette affaire. Boussole stratégique qui va permettre notamment, il y a 2 jours, lors du Conseil européen, du Conseil des ministres, réunis au niveau des ministres des Affaires étrangères, que préside d'ailleurs le haut représentant, Josep Borrell, hein, dans cette formation, la volonté de mettre en place, alors quand, ça c'est tout le sujet, mais la décision politique est prise, une force d'action rapide de 5000 hommes qui constituerait justement un élément très embryonnaire, opérationnel, qui s'appuie déjà sur ce qu'on appelle les groupements tactiques de l'Union européenne qui existent depuis 2007. C'est 1500 hommes à peu près, mobilisables sur des courtes périodes. Là, il y a une prise de conscience et des décisions politiques opératoires, possiblement opérationnelles dans l'avenir, qui permettraient en quelque sorte à l'Union européenne de se doter de cet embryon militaire. Bon, alors, faut quand même relativiser le sujet. Premièrement, ça va demander du temps pour mettre en place ce nouveau dispositif. Et puis, deuxièmement, faut bien voir qu'il est maigre, ce dispositif. 5000 hommes, mobilisables rapidement, très bien. Vont-ils aller combattre ? Non, je ne crois vraiment pas. Ils vont intervenir sans doute en tant que force d'interposition, très probablement. Nous n'avons pas du tout atteint, et on n'atteindra pas tout de suite, un degré de maturité militaire collectif, sous bannière Union européenne, tant qu'il y aura les États-Unis, tant qu'il y aura l'OTAN. Là, il y a une dissymétrie absolument évidente sur ce sujet. Mais sur le plan symbolique, politique, sur les décisions qui vont être prises, là pour le coup il y a une unité prévisible finalement, à laquelle peut-être ne s'attendait pas Vladimir Poutine, probablement, et peut-être aussi d'ailleurs les États-Unis, qui parient toujours sur la division de l'Europe. Mais l'Europe fait preuve depuis quelques mois, quelques années, d'une unité retrouvée. RCF, l'Europe en 43 minutes. Donc nous continuons sur l'Union européenne et l'Ukraine. Monsieur Monjal, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les engagements financiers de l'Union européenne et des États membres dans cette guerre ? Oui, alors c'est très important, les engagements financiers, qui d'ailleurs sont corollaires de ce que nous avons vu juste avant et qui montrent que l'Union européenne a pris des décisions. Alors, quand on dit l'Union européenne dans notre cadre-là, c'est la collectivité, enfin ce sont les 27 États membres, c'est bien de ça dont il est question. Alors, outre les grandes sanctions financières, économiques qui ont été prises à l'encontre de la Russie, dont on a énormément parlé, de manière positive, l'Union européenne, le Conseil européen, le 22 février je crois, a décidé dans un premier temps de mobiliser, au titre de l'Union européenne, un budget de 500 millions d'euros, alors 450 millions plus 50 millions, il y a 500 millions d'euros pour l'achat d'armements et de matériel pour intervenir en Ukraine, ce qui est une nouveauté, alors sur une ligne très particulière du budget de l'Union européenne qui s'appelle réserve d'urgence, qui n'avait jamais été mobilisé jusqu'alors. Et ce budget initial de 500 millions a été doublé la semaine dernière. Et donc il est à hauteur de 1 milliard. Oui, je dis bien, 2 fois 500 millions, c'est ça. 1 milliard d'euros. Bon, ce qui est quand même colossal à l'échelle de l'Union européenne. Alors, très 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 petit au regard du budget américain par exemple évidemment, mais c'est un geste qui est très important. Mais cette somme, cette contribution collective de l'UE s'ajoute également aux engagements financiers des 27 États qui, chacun pour leur compte, vont aider, alimenter, armer l'Ukraine. Et le plus
étonnant presque, c'est la décision qu'a prise Olaf Scholz il y a une quinzaine de jours, d'investir dans l'armée allemande à hauteur de 100 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal, en vue de rehausser les dépenses budgétaires en direction de la Bundeswehr, de réarmer l'Allemagne, de prévoir aussi l'exportation d'armement, ce qui va poser une modification de la Constitution, mais qui se fera d'un point de vue strictement parlementaire. Il n'y a pas de référendum en Allemagne. Et donc, dans ce contexte-là, ce sujet sensible, tabou, du réarmement de l'Allemagne, alors je dirais retrouve des couleurs dans une certaine mesure, mais se réinstalle. Donc, il y a un basculement très clair de ce point de vue-là. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur les engagements financiers, à la fois de l'UE, mais aussi des différents États, et puis ce tournant historique depuis 1945, évidemment, relativement à la question de l'Allemagne. Et l'idée aussi générale qui a été dégagée il y a 2 jours en Conseil des ministres, c'est qu'il faudrait faire en sorte que les États membres dépensent 1,5% de leur budget pour leur armée respective. 1,5% de leur PIB, non? J'ai dit quoi? Budget. Non, pardonnez-moi. 1,5% du PIB. Oui, pardon. D'accord. Oui, c'est ça. Merci. Il y a une question aussi qui est très importante, c'est la position de la Commission européenne. Oui. Par rapport à l'adhésion, la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et aussi les interdictions qui ont été faites d'émettre de Russia Today ou de Sputnik, notamment dans les États membres. Oui. Alors ça, c'est très intéressant aussi à étudier. La Commission européenne, depuis plus de 15-20 ans, nous avait habitués à être au fond une obscure institution d'exécution ne jouant absolument pas la carte politique. La Commission est aux ordres des États. Alors, institutionnellement, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait cela. Néanmoins, elle a quand même une capacité d'initiative importante et de proposition, mais c'était vraiment très technique, si je puis dire. Or, depuis l'arrivée d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne prend son rôle évidemment très au sérieux et s'invite tout doucement sur le terrain purement politique. Alors il faut se souvenir, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais de la manière dont elle avait mal vécu sa réception en Turquie, puisqu'elle était sur les strapontins quand même. Et alors institutionnellement, moi ça me choquait pas du tout. Mais elle a réagi vivement, en estimant que c'était quand même un petit peu fort cette situation. Mais derrière cela, c'était sa volonté de montrer que la Commission et elle est une institution politique. Et là, ce que l'on constate, alors j'aurais d'autres exemples à donner, mais il y en a 2 qui me semblent intéressants. Ursula von der Leyen, dont je rappelle qu'elle a été élue par les députés européens du Parlement européen, donc elle a une légitimité politique absolument incontestable là-dessus, et elle en joue très bien. Et rappelons aussi que c'est une ancienne ministre de la Défense de l'Allemagne, donc c'est une femme politique sensible à ces questions-là et parfaitement aguerrie, s'est exprimée à 2 reprises concernant l'Ukraine sur des sujets très importants. La question de l'adhésion, j'y reviens, et puis la question de l'interdiction pour Russia Today d'émettre dans l'Union européenne. Alors, elle a pris position en indiquant qu'il fallait que la question de l'adhésion soit traitée prioritairement, et elle a même laissé entendre qu'il faudrait enclencher une procédure express, rapide d'adhésion. C'est un message politique. C'est un message politique. La Commission européenne, et elle en particulier, a eu raison, peut-être, politiquement j'entends, de faire cette annonce. Alors, sauf que, malheureusement, peut-être, nous avons des règles de droit, le fameux article 49 sur l'adhésion, et que, en réalité, la procédure d'adhésion échappe totalement à la Commission européenne, si ce n'est qu'elle doit formuler un certain nombre d'avis, mais la décision ultime revient au Conseil européen et aux États membres. Et d'ailleurs, le Conseil européen, c'était à Versailles, a clairement expliqué que la question de l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne n'est pas du tout à l'ordre du jour, tant que l'Ukraine sera dans une situation de guerre. Et puis sur un plan juridique, je passe là-dessus, mais il y a un certain nombre d'éléments qui ne passent pas le filtre de nos règles juridiques européennes. Bon. Donc, elle le sait parfaitement, Ursula von der Leyen. Donc, il n'existe pas juridiquement de procédure express, mais il fallait envoyer un signal politique. Et donc, je trouve qu'il y a un positionnement politique tout à fait intéressant de la part de la présidente de la Commission. S'agissant, enfin, ou entre autres, de l'interdiction d'émettre, tout le monde a été
très surpris, moi le premier d'ailleurs, quand j'ai entendu ça, lorsque la présidente de la Commission a exposé que la Commission refuse que Russia Today, Sputnik, qui sont des organes de presse russes, refuse qu'ils puissent continuer d'émettre dans l'Union européenne. Alors sur un plan juridique, ça n'a aucun sens, parce que d'abord l'Union européenne n'a pas de compétences dans ce domaine-là, la présidente de la Commission encore moins. En fait, il faut revenir sur le sujet. Ce sont les 27 États membres en Conseil européen, c'était le 22 février, qui ont dit « Nous allons collectivement prendre des mesures d'interdiction » et chaque État, c'est le niveau de compétence, prendre effectivement les mesures d'interdiction, comme ça a été fait en France. Donc là, dans une certaine mesure, à la fois Ursula von der Leyen se fait le relais de ce qui a été décidé au plus haut niveau, c'est-à-dire le Conseil européen, mais dans le même temps, je crois, s'impose politiquement pour jouer sa carte politique en tant que présidente de la Commission. Alors sur le plan strictement juridique, à titre personnel, je dois dire que la décision d'interdire en France Russia Today ou Sputnik, Russia Today peut-être plus, quand même pas oublier que c'est une agence de presse française, c'est une société de droit français, avec des journalistes français, et il y a un petit paradoxe, parce que on brandit, on oppose à Vladimir Poutine, alors évidemment, ce que je veux dire est très discutable et les proportions ou les rapports de normes ne sont pas les mêmes, mais on lui reproche, et à juste titre, de porter atteinte à un certain nombre de droits et de libertés fondamentales. La liberté d'expression, jusqu'à preuve du contraire, c'est un droit fondamental, et je suis à peu près certain que Russia Today va gagner ses procès en France ou devant les juridictions européennes. Mais ça, le sujet l'avenir est nous très le dira. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Monsieur Tchevchenko. Merci, Pierre-Yves Monjal. C'était l'Europe en 43 minutes, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, Centre Europe Direct. Merci et à bientôt. Merci. Merci à vous.